Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qu'on me pose souvent sur la peinture. On me dit, mais comment vous faites pour peindre, etc. Alors, je me rends compte dans cette question que beaucoup de personnes considèrent que le monde est solide. Le monde est une espèce de réalité définitive. Ça passe par un cerveau qui réfléchit un peu comme un ordinateur et qui permet, pour certains peintres, avec des outils techniques, de réaliser des tableaux, des images. Eh bien, moi, je ne pense pas du tout comme ça. D'abord, parlons de l'image. L'image, en fait, le monde passe par mes yeux, par le nerf optique, hop, et l'image, c'est quoi? Eh ben, c'est, dans le noir de mon cerveau, une réinvention complète à partir des informations que l'œil capte. Mais l'image elle-même n'existe pas. Elle n'est que l'interprétation d'un flux d'énergie qui vient de l'extérieur. C'est absolument évident. Ensuite, d'ailleurs, si vous fermez les yeux, vous pouvez imaginer des choses. Donc ça veut dire que le monde n'a pas une réalité, on le refabrique. Dans nos rêves, on fabrique complètement un univers qui peut nous paraître parfaitement solide. Déjà, il y a donc ce problème de l'interprétation, qui est absolument gigantesque. Maintenant, si on regarde ce qu'est le monde, on nous l'a présenté comme un monde d'objets, des petites billes, hein, voilà, et c'est plus fort que nous. Enfin, moi, je sais que j'ai du mal à quitter cette idée qui m'est née quasiment à la naissance, comme pour nous tous. Eh bien, la mécanique quantique, par exemple, nous montre un monde beaucoup plus... la matière n'existe pas, finalement. Il n'existe que des états de vibrations différents qui donnent l'apparence à une petite base de vibration d'exister solidement par rapport à un autre type de vibration qui est plus fluide, par exemple plus petit, plus... moi, j'y connais pas grand-chose, mais enfin, je pense que c'est quelque chose de considérable, ça. D'ailleurs, le monde physique n'existe pas. On peut s'interroger en mécanique quantique. Hein. Attention, ce sont des scientifiques, des physiciens qui parlent comme ça. Hein. C'est pas des gens qui font des interprétations comme dans la science-fiction. Eh bien, ces gens, la plupart des scientifiques, je crois, sont d'accord avec ça. Le temps n'existe pas non plus, l'espace n'existe pas. Tout n'existe que dans une logique de relativité et de flux. Eh bien, c'est à partir de là que je vois le monde. Mon monde n'est pas solide, et je suis qu'un témoin. Je sais que j'existe quand même, parce que j'ai ma conscience, je suis en train de parler à cette heure-ci, mais je suis dans un flux. Voilà. Et en fait, quand je peins, à tous les niveaux, depuis le plan physique, parce que je peins avec des pinceaux, avec de la matière, j'en parle de temps en temps dans mes vidéos, ou alors avec, dans mon esprit, dans ma manière de me représenter le monde, dans ma manière de préparer mes tableaux, de jouer avec la matière, eh bien, c'est ça qui est présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité, il n'y a qu'un jeu avec quelque chose que l'on croit être la réalité. Et dans la mesure où je considère que c'est un jeu, ça pose moins les problèmes que ceux qui veulent définir une fois pour toutes, pour tout le monde, la réalité. Exemple, les idéologies religieuses, politiques, etc. C'est pour ça que l'artiste qui est en nous, chez vous, chez moi, eh bien, peut réinventer, réenchanter le monde. Alors, c'est une autre forme de réalité, mais une réalité qui est vivante. Ce n'est pas une réalité figée, une réalité d'idéologie, une réalité de propagande. Et c'est pour cette raison que l'art sauvera le monde, puisque nous sommes capables de le réinventer. Et notre monde individuel. Et à partir de notre monde individuel, nous fabriquons par un jeu de relations, par le jeu de l'exemplarité peut-être, par le jeu de la communication, nous répandons un flux, un peu comme un torrent répand un flux d'eau fraîche qui peut nous permettre de nous rafraîchir, le corps et l'esprit. Voilà. C'est pour cette raison que la peinture, je la vois non pas comme la création d'un objet, mais comme un processus de passage d'une énergie de l'extérieur en dehors du temps. Alors j'aime bien me mettre dans cette situation parce que finalement, imaginons qu'on demande à une fourmi de se mettre à notre place, avec pourtant une carotte dans la hiérarchie des êtres, des consciences. Imaginons la conscience d'une fourmi, allez, par rapport à nous. Comment vous lui expliquerez comment fonctionne un smartphone, par exemple, ou même ce que c'est, parce que nous-mêmes, on ne sait pas ce que c'est, vraiment.
pour la plupart d'entre nous. Eh bien, en fait, il y a un tel décalage qu'on peut s'imaginer, nous, la fourmi, de conscience beaucoup plus élevée. Et en fait, en jouant, on peut très bien se dire, je suis une fourmi, mais je m'imagine cet être qui est moi par rapport à la fourmi, vous par rapport à la fourmi. Et là, il y a un fossé gigantesque, mais au lieu d'en être angoissé, on peut trouver ça merveilleux et se dire vivement que je puisse comprendre, accéder à ces mondes complètement fous. Et c'est cela qui réenchante le monde, je pense. Moi-même, personnellement, je ne vis la peinture que comme ça. Et c'est comme ça que je la pratique. Je vais vous montrer 2-3 tableaux pour expliquer comment je fais. C'est-à-dire que pour moi, il n'est pas figé. Voilà. Ensuite, si on descend dans la matière, on peut se dire que par exemple, un pastel, c'est de la poudre, mais c'est pas des petits cailloux. Chaque poudre, chaque grain de pastel, en fait, c'est une planète dans un univers complètement... imaginons un œil infiniment petit qui rentre dans la poudre du pastel ou dans la matière. Imaginez les grains de lumière. Vous êtes un grain de lumière et vous rentrez dans la peinture avec 5 couches de glacis. À chaque couche, vous êtes en interférence, un peu comme si vous rentriez dans des atmosphères différentes. Et puis quand vous ressortez, ce qui fait que le spectateur va voir le tableau, chaque grain de lumière, je dis ça de manière poétique, hein, bien sûr c'est pas technique, va être porteur d'une formidable énergie bizarre, qui n'est pas vraiment contrôlée par le peintre lui-même. Parce qu'en fait, le peintre ne met en route qu'une petite partie par sa conscience, sa technique. Beaucoup de choses se font à travers lui, malgré lui, que ce soit au niveau de la conscience, de la même manière qu'au niveau de la matière elle-même. Et c'est là où on peut parler de magie. Voilà. Alors, bon, juste pour illustrer ça, je vais vous montrer des tableaux que je suis en train de démarrer. Voilà. Alors, voilà. Là, en ce moment, je suis en train de faire une forêt verticale. Et en fait, j'ai uniquement l'idée que c'est une forêt verticale un peu torsadée. C'était ça l'idée, avec un être qui médite. Et puis, toujours, j'aime bien, c'est un peu un code humoristique pour moi, avec un ermitage, on va dire, l'endroit où il habite. Et je crée un monde entre le ciel et la terre. Voilà, c'est un petit peu un clin d'œil à la peinture chinoise qui fonctionne souvent avec cela, le lien avec le ciel et la terre. Et entre les deux, entre le ciel et la terre, se situe l'homme. Voilà. Et puis dedans, je vais inventer plein de choses. Alors donc déjà au niveau imaginaire, quand je démarre de ça, ça provoque des envies, des lignes, des structures, des rapports de couleurs que je n'ai bien sûr pas complètement contrôlés. J'ai contrôlé, on va dire, à 20%. Et donc, ou à 30%. Et le reste, cette fluidité, ces accidents, ces coulures, ces loupés, comme ça, etc., vont être pour moi un objet de réflexion, de me dire, à partir de là, je vais dire, tiens, comment je peux glisser pour compléter mon tableau. Alors bien sûr, ensuite, je vais dire, tiens, je vais faire un peu mieux la maison, un peu mieux le personnage, et ça va me donner une meilleure solidité. Et à partir de là, de la tension existant entre les deux, il y a un nouveau flux qui va naître énergétiquement. C'est une toile d'araignée, une toile. Hein. Et chaque fois qu'on ajoute un fil ou qu'on en coupe un, la tension va se répartir sur l'ensemble des fils. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est un monde, c'est un univers, et il faut jouer avec, il faut sentir les fluidités, les rapports. Et puis il y a des choses accidentelles qui posent problème, on ne sait pas trop quoi en faire. Par exemple ça, est-ce que je le garde ou pas, est-ce que ceci. Eh bien, chaque élément, c'est une manière, c'est un petit peu comme faire un puzzle, un jeu d'échecs, c'est en même temps un jeu de ping-pong, c'est plein de choses, plein de jeux en même temps. Voilà. Donc, la matière, elle travaille. Vous voyez, les couleurs se sont mélangées de manière accidentelle. Ici, j'ai redessiné dessus. Donc, j'ai repris le pouvoir par mon mental, mais sur un monde qui est resté fluide quand même. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Les choses ne sont pas définitives. Et, par exemple, si j'avance ce tableau tout de suite, je vais lui faire des lignes, des formes, je sais pas quoi, qui ne seront pas les mêmes que si j'avais repris le tableau, par exemple, demain, où je serais dans un autre état d'esprit. C'est-à-dire que on est loin de l'image, on est dans le flux. Ce flux ici et maintenant, et c'est ça que je trouve extrêmement agréable. Bon, ici un autre exemple. Alors là,
j'ai fait un peu la même chose. Et donc, parfois, j'ai une petite idée, ce que j'appelle la carte postale, qui met, bon là, c'est une forêt d'émeraude, dans une espèce d'univers. Il y aura sans doute de l'eau ici, peut-être même une barque, et puis des personnages cachés dans la forêt. Mais tout ça, ça va énormément évoluer, et je me promène, et je demande au tableau de me parler. Je demande à ce tableau dans sa globalité, mais je demande aussi à ce tableau dans des microscopiques détails. Je lui demande de me parler, de me dire, tiens, qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse? En fait, on travaille tous les deux. C'est beaucoup plus facile, comme je suis paresseux, je le fais bosser lui-même. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que je démarre mes tableaux. Et puis là, j'en ai un autre que j'ai commencé. Alors, j'avais juste l'idée de faire une forêt jaune et puis des arbres foncés. Et puis le reste, j'ai des petites hésitations. Est-ce que ces arbres seront clairs ou foncés? Est-ce que je vais faire clair ici ou pas? Est-ce que je vais laisser ces taches-là comme base esthétique ou pas? Est-ce que je vais... Là, j'ai un petit peu d'effet de matière en épaisseur. Est-ce que je vais la laisser? Est-ce que je vais la graver? Est-ce que je vais y compléter? Est-ce que je vais rajouter, je sais pas, des oiseaux, etc. Plein d'éléments vont naître progressivement. Un petit peu comme, pour moi, l'univers est un flux, comme j'expliquais au début, sur le mode de représentation. Et quand cette image, parce que ce sera quand même une image à la fin, eh bien, ne sera qu'un témoignage d'un processus global. Voilà, donc je m'amuse comme un fou. Alors parfois, j'ai expliqué dans d'autres vidéos, je vais faire des portraits qui naissent un peu de la même manière dans un univers plus organisé. Eh bien, j'ai le droit, je suis l'empereur d'un territoire de la taille de mes chaussures, et donc j'ai le droit, et je décide parce que c'est mon bon plaisir de faire ce que je veux. Parfois je fais ce genre de tableau, parfois des portraits, parfois des pastels, parfois je peux changer. Je fais ce que je veux. Voilà, c'est extrêmement important. Cette capacité de dire je fais ce que je veux est évidemment un des premiers actes fondateurs de notre liberté. Voilà, donc c'est pour ça que la peinture, au-delà du jeu de l'image, est en fait le porteur d'un vrai projet de vie personnel qui nous permet, par l'exemplarité, de diffuser un élan de liberté. C'est l'exact inverse de la carte à puce, de la carte RFID, la puce RFID, pardon. C'est l'exact inverse de cette logique qui veut qu'on organise tout. Voilà. Et cela est une clé d'une véritable joie. Moi, je m'amuse tous les jours grâce à ça. Et je me dis que ça s'applique absolument à tout. Et le monde n'est pas solide. Oubliez que le monde est solide. Alors là, par exemple, je travaille avec les coulures. La peinture, elle coule. Voilà ce qui m'a fait des choses comme ça. Parfois, je fais des projections. Parfois, j'utilise des petits morceaux de couteau, comme ici, par exemple. Et ce qui fait que quand je fais des coulures sur du couteau, puis des projections, ça fait 3 effets qui se superposent. Et en fait, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Eh bien, tout simplement, je laisse intervenir dans le tableau ce que j'appelle la nature. Je collabore avec la nature, mais là, c'est la nature de la matière, la gravitation, la capillarité, les accidents, le côté hasard, qui n'existe, paraît-il pas, mais qui permet de créer des éléments surprenants. C'est-à-dire que je fais intervenir la surprise liée à la matière, au jeu. Vous voyez, quand les couleurs se mélangent comme ici, eh bien, elles ne peuvent pas se faire pareillement si je les travaille au couteau, au pinceau, ou si je les laisse simplement fusionner et glisser, hein, comme lorsqu'on met, je sais pas, une goutte de lait dans de l'eau, elle se diffuse, ou dans une tasse de café. Donc, tous ces effets de matière naturelle sont des acteurs majeurs pour moi de la peinture. Il y en a d'ailleurs beaucoup, et ces effets de matière très nombreux, on peut en réinventer à chaque instant, et d'ailleurs c'est à mon avis un des aspects les plus intéressants de la peinture, parce que c'est amusant, ça nous rappelle le côté enfantin, voilà.